si vous êtes personne s'intéressant à la data science, vous êtes au bon endroit. Et vous avez rejoint la bonne communauté pour vraiment apprendre de personnes comme Madame Ella qui exercent déjà dans le domaine de la data science et qui sont ouverts, qui veulent partager leurs connaissances, leur retour d'expérience, comment le travail de la data science se fait en entreprise, se fait en pratique. Donc, si vous avez soif de connaissances, soif d'approfondir, soif de beaucoup plus comprendre tout ce qui est lié au secteur de la data, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de Data Afrique Hub. Ou si vous êtes une entreprise ou vous travaillez déjà, vous êtes une organisation et vous êtes à la recherche de jeunes diplômés, de juniors ou de seniors exerçant dans le domaine de la data science, à Data Afrique Hub, vous pouvez vraiment trouver dénicher des talents qui vont vous accompagner sur vos projets en sciences de données. Donc, je vais mettre le lien pour rejoindre la communauté de Data Afrique Hub. Data Afrique Hub, retenez, nous faisons la promotion vraiment de la donnée en Afrique à travers les jeunes qui étudient, qui s'intéressent à tout ce qui est sciences de la donnée. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour créer un véritable mouvement autour de la donnée en Afrique. Je vais mettre le lien d'adhésion pour tous ceux qui voudraient nous rejoindre cette aventure de la donnée. N'hésitez pas à vous inscrire via le formulaire. Nous allons commencer. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de trajectoire professionnelle, comme je vous l'avais dit au début, avec Madame Ella, qui est data scientist. Elle va nous partager son retour d'expérience et nous donner des clés pour vraiment des clés, des stratégies pour toute personne qui aimerait repartir de zéro, pour toute personne qui aimerait reprendre, se réorienter, se reconvertir professionnellement dans les métiers de la science des données. J'ai laissé dans le chat le lien pour rejoindre la communauté de Data Afrique Hub et par la suite, n'hésitez pas à vraiment nous rejoindre pour créer vraiment un véritable mouvement dans le domaine de la data. Alors, Madame Ella, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Nous allons commencer avec vous ce matin. Nous avons vraiment hâte de vous écouter. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de vous écouter, d'apprendre. Vous êtes un aîné qui évolue déjà dans le domaine de la data et nous sommes tout oui pour vraiment apprendre de vous ce matin. Je vais vous laisser vous présenter et nous allons sans plus tarder aller dans le vif du sujet. Et merci beaucoup et bonne écoute à chacun. Je nous invite à vraiment garder nos micros fermés, à faire des réactions dans le Meet au cas où vous aurez à dire quelque chose ou plus à laisser des messages dans le chat. Nous aurons une section de questions-réponses, donc vous pouvez après lever la main pour poser des questions ou tout simplement les laisser dans le chat du Meet. Madame Ella, c'est à vous. Merci beaucoup. Ok, bonjour Eunice et merci pour cette entrée en matière. Donc, comme Eunice l'a dit, je suis Ella Odonaro et je suis data scientist, je dirais, depuis pratiquement 2 ans maintenant. J'ai fait ma formation, à la base, je suis statisticienne, donc j'ai fait d'abord une licence en statistique économique et sectorielle à l'ENIAM. J'ai terminé cette licence, je pense que c'était en 2018. Après cette période, j'ai eu je vais dire que j'ai eu 2 ans quand même d'apprentissage personnel. Aussi, j'ai eu quelques expériences professionnelles de consultante ou de stagiaire par-ci, par-là, au Bénin et ailleurs, notamment au Ghana. Et c'est après ça que je me suis inscrite pour le master en Data Science, Big Data, Intelligence Artificielle de l'International Data Science Institute, qui est une école née du partenariat entre l'INS Polytechnique de Paris
l'INCA d'Abidjan et puis l'INPHP, l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Donc, la formation a duré 2 ans. 2 ans au cours desquels on a vraiment fait de la théorie, parce que c'est très important, vous le verrez dans la suite de la présentation. C'est important de pouvoir maîtriser aussi les bases théoriques, en fait, de la data science. Ce n'est pas que du code ou un copier-coller simple des codes qui existent déjà ici et là sur Internet. Donc, pendant cette formation-là, j'ai vraiment acquis des bases théoriques et également pratique parce que en première année, j'ai fait un stage d'1 mois. Bon, ça n'a pas trop duré parce que les vacances sont très courtes quand même. Donc, j'ai fait un stage quand même qui m'a vraiment permis d'avoir un aperçu de ce dans quoi je m'engage. Voilà. Et puis, je suis retournée à l'école, j'ai continué avec la deuxième année, disons que c'était théorie et pratique. Voilà. Donc, je suis retournée à l'école, j'ai continué avec la théorie et surtout la pratique pendant cette deuxième année. Après, j'ai fait mon stage de 6 mois dans une entreprise ici en Côte d'Ivoire, Endeavour Mining plus exactement. Donc, depuis lors, je suis data scientist parce que juste après les stages, j'ai été embauchée dans cette même entreprise et puis j'exerce depuis 2022 en tant que data scientist. Donc, voilà ce que je peux dire pour ma présentation. Je vous ai donné un peu les détails pour que vous ayez une idée de mon parcours également. Et voilà, parce que la présentation se base non seulement sur, la présentation que je vais vous présenter ou vous donner comme outil aujourd'hui se base non seulement sur ce que j'ai pu voir sur Internet, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, Internet, c'est une source, une grande source d'information. Ce n'est pas tout qui est vrai là-bas, mais quand même, beaucoup de choses là-bas sont quand même vraies. Et puis, donc, ça se base sur Internet, mais également sur mon expérience personnelle. Voilà. Donc, durant tout mon parcours, j'ai quand même eu la chance, j'ai eu l'opportunité, la chance, la grâce, si vous voulez, de pouvoir être vraiment dans le domaine de la data science. C'est-à-dire que mon école, c'est une école quand même de renommée, voilà, issue du partenariat. Donc, voilà, je peux vous dire que la formation qui y est dispensée est très bien. Donc, je me suis basée également sur les formations qui se donnent, les meilleures, voilà, les meilleures formations qui se donnent également ailleurs, notamment en France. Donc, voilà ce que je peux dire pour ma présentation. Je pense que si Eunice le permet, je peux passer directement au partage de mon écran pour la présentation proprement dite du thème de ce jour. Oui, il n'y a pas de problème. OK, d'accord, super, merci. Donc, je partage mon écran. Vous me dites si vous voyez. Un instant, hein. Voilà. OK. Là, c'est bon, tout le monde voit mon écran. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. On a... Okay. Donc, voilà, je pense que Eunice, tu peux m'arrêter s'il y a un quelconque défaut dans la présentation. Peut-être si l'écran s'affiche plus bien ou si on ne m'entend pas, il n'y a pas de problème. OK, donc, comme Eunice l'a dit à l'entame de ce webinaire, le thème, c'est repartir de zéro en tant que data scientist. Repartir de zéro pour être data scientist, les stratégies, les décisions clés pour une nouvelle trajectoire professionnelle. Donc, c'est de ça qu'on va débattre de long en large aujourd'hui. Et très rapidement, hein, on va faire quoi? On va d'abord introduire, je vais faire une petite introduction au thème. Pourquoi aujourd'hui on parle de data scientist? Pourquoi? Et ensuite, on va essayer de découvrir ensemble qui est réellement le data scientist en fait. Après ça, on va parler des étapes chronologiques d'un projet de data science. Et puis, évidemment, ce qui est le plus important, je dirais, le clou de ce webinaire, c'est les compétences clés à développer. Et après, c'est vrai qu'on parle de compétences, mais il faut savoir que c'est nous-mêmes, en fait, qui nous engageons sur cette voie-là. Et je pense qu'il y a un travail préliminaire que nous devons faire pour aboutir à
enfin, à être vraiment l'idéal data scientist que nous souhaitons être. Donc, voilà, le monde s'est développé. Je pense que depuis quelques années, il y a tellement de données qui sont générées parce que nous sommes à l'ère de la technologie. Et de plus en plus, les entreprises prennent conscience en fait de l'importance de la donnée parce que, comme le dit l'adage, celui qui a l'information a le pouvoir. Et la donnée, justement, c'est l'information. Du coup, on assiste depuis 2019 à une croissance continue des emplois qui sont liés au domaine de la donnée, justement parce que les données sont de plus en plus nombreuses et on se rend compte du potentiel qu'ils représentent. Donc, l'essor de ces nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, qu'on appelle notamment le machine learning, l'analyse prédictive a ouvert les possibilités dans le domaine. De nouveaux métiers tels que le data scientist, la data science, la data engineering, l'architecture des données et tout ça a vu le jour. Et les entreprises commencent à recruter de plus en plus. Mais à un moment donné également, elles se sont heurtées quand même à la main-d'œuvre qui n'était plus disponible. Et très vite, cette main-d'œuvre a été comblée parce que justement, beaucoup de personnes ont commencé à se rendre compte qu'il faut s'engager résolument sur ce chemin-là pour développer la data science et tout. Donc, c'est de là vraiment que est sorti l'engouement pour le métier de la data science. Et on va découvrir ce qu'est réellement le data scientist dans la suite. Donc, qui est le data scientist? Cassie Kozikov, qui est Chief Decision Scientist à Google, dit que data science is the discipline of making data useful. Donc, pour paraphraser en français, la data science, c'est cette discipline-là qui permet de rendre la donnée utile à l'entreprise. Donc, à la base, on a des données, on a des millions, des milliards d'informations qui sont stockées ou non. Et la data science vient en fait pour pouvoir traiter ces informations-là et pouvoir en tirer d'autres informations, on va dire, utiles à l'entreprise, utiles pour développer le business de l'entreprise. Donc, le data scientist, en fait, c'est cet expert qui va venir mettre toutes ses compétences à profit pour rendre la donnée utile aux entreprises à divers niveaux. Parce que dans une entreprise, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs services ou bien il y a plusieurs centres d'intérêt. C'est pas toujours, c'est pas pareil en fait. Il y a plusieurs trucs dans lesquels l'entreprise peut se baser pour augmenter son chiffre d'affaires ou être plus prospère. Donc, dans une entreprise, on a par exemple le marketing, on a également, comment on appelle ça, la vente, voilà. Donc, il y a plusieurs domaines dans une entreprise qui permettent à l'entreprise de se développer. Donc, le data scientist, il n'agit pas que dans un seul domaine. Il agit donc à plusieurs niveaux en fait de la chaîne de valeur, si je vais dire, c'est exactement ça, de la chaîne de valeur de l'entreprise et pouvoir propulser l'entreprise en fait dans une dynamique d'expansion. Voilà. Donc, la data science en elle-même, en fait, c'est le croisement de trois disciplines prioritaires, les mathématiques. Bon, les mathématiques en général, dans les mathématiques, on verra qu'il y a quoi? Il y a les statistiques, il y a la probabilité, et puis il y a de l'optimisation, il y a des différentes branches. Ensuite, comment on appelle ça? La programmation, ce qu'on appelle computer science ou IT. Donc là, c'est la capacité à pouvoir développer, à pouvoir faire du développement web, à pouvoir coder. Voilà. Et puis maintenant, il y a le domaine business parce que pour pouvoir agir dans un domaine, il faut le connaître. Il faut le connaître. Je peux être un très bon data scientist, je sais appliquer les modèles, je sais appliquer les modèles, je sais calculer, je sais faire de la probabilité, je sais faire de l'optimisation. Mais tant que je n'ai pas connu comme il se doit le domaine business, c'est-à-dire le business de l'entreprise, je ne peux pas aider l'entreprise parce qu'il faut comprendre le problème pour pouvoir le résoudre. Et le problème est purement business. Le problème est d'abord business. Donc, c'est le croisement entre ces trois disciplines qui véritablement fait la data science aujourd'hui. Il n'y a pas de data scientist qui est, je sais pas, en l'air et qui travaille en fait. C'est forcément dans une entreprise, c'est forcément pour résoudre une problématique donnée que
qu'il exerce en fait. Donc, voilà. Et ici, il y a plus de détails. On voit bien que le croisement entre la mathématique et les sciences, enfin, le computer science dans le machine learning, simplement parce que les modèles de machine learning sont d'abord des modèles mathématiques, mais qui ont été je vais dire, optimisés grâce en fait aux capacités de l'ordinateur. Donc, quand je prends un modèle de machine learning, par exemple, on sait qu'il faut faire, par exemple, de la cross-validation. Il faut multiplier les entraînements sur l'ensemble de données, puis faire un ensemble de tests. Mais c'est d'abord un modèle mathématique qui est implémenté. Et après, on sait que l'entraînement du modèle et tout, ça, c'est l'ordinateur qui le fait. Donc, le croisement entre les deux disciplines, mathématiques, statistiques et autres, et le computer science, c'est ça qui nous donne le machine learning. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc, il faut maîtriser les deux. Ensuite, computer science et puis business, ça nous donne le software development parce que quand tu produis un modèle de machine learning, il ne va pas rester dans ton ordinateur. Il faut qu'il puisse être utilisé par les utilisateurs finaux qui ne sont rien d'autre que je vais dire, ceux qui sont dans le business, en fait. Donc, il faut développer maintenant un outil qui va leur permettre de pouvoir utiliser ce que tu as développé en tant que modèle et que tu as incrusté dans une application. Et maintenant, quand on fait le croisement entre le domaine business et puis les mathématiques, on a la recherche traditionnelle, c'est-à-dire il y a une intuition. Quand on vous pose un problème et que vous voulez rapporter ça aux mathématiques, ça c'est de la recherche traditionnelle parce que là, il n'y a pas d'ordinateur qui rentre en jeu. Il n'y a que le métier et votre réflexion personnelle ainsi que les recherches, la théorie, tout ce qui a déjà été fait peut-être dans le domaine et tout. Mais jusque-là, à cette étape, et je pense que c'est la toute première étape d'ailleurs, il n'y a pas encore d'algorithme de machine learning en jeu. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je peux d'abord dire du métier de data scientist. Donc, réellement, le data scientist, on voit que c'est pas quelqu'un seulement qui est mathématicien ou quelqu'un seulement qui est informaticien ou, je vais dire, un travailleur, enfin, quelqu'un qui est dans le business de l'entreprise. Ah non, il doit vraiment faire le croisement de ces trois-là pour pouvoir atteindre ses objectifs. OK. Donc, ceci étant, dans un projet de data science, on va voir rapidement les grandes étapes d'un projet de data science. Comme je l'ai dit, la première des choses déjà, c'est de pouvoir comprendre ce qu'on veut résoudre comme problème, c'est-à-dire comprendre la problématique. Et ça, c'est purement lié au métier. Ce n'est pas écrit ici, mais sachez que la toute première étape, en fait, c'est le fondement de tout, c'est de pouvoir comprendre la problématique, de l'appréhender sous ses différents angles. Après avoir compris la problématique maintenant, on définit les objectifs. Tout ça, c'est dans la compréhension de la problématique. On définit les objectifs qu'on souhaite atteindre avec le projet, ce qui va nous permettre déjà de déterminer les données dont nous avons besoin pour atteindre ces objectifs-là, pour pouvoir réaliser le projet. Donc, quand on a déterminé les données, on les collecte. On collecte ces données-là. Et ça peut être déjà des données qui sont enregistrées dans les bases de données de l'entreprise, mais ça peut être aussi des données qui ne sont pas à un seul endroit et que vous irez chercher. Donc, peut-être pas du web scrapping, différentes méthodes aujourd'hui de collecte de données qui existent, mais il faut savoir que la collecte des données, elle a une étape vraiment cruciale parce que vous allez vous rendre compte que il y a peut-être une donnée qui est disponible, voilà, dans un fichier Excel ou dans une base de données SQL de l'entreprise, et il y a une autre que vous irez peut-être chercher. Donc, il y a tout ce travail-là à faire, déterminer les données, aller les chercher, peu importe là où elles se trouvent. Quand on a fait ça maintenant, il faut les nettoyer et les préparer à l'utilisation. Parce que les données, déjà, comme je l'ai dit, ça peut être de différentes sources, donc ils vont venir avec différents formats, donc il faut les mettre tous dans un même format, enfin, le format qui vous convient, et tout, les nettoyer, enlever les valeurs aberrantes, par exemple, les valeurs manquantes, et tout, voilà. Donc, ensuite, on passe à la phase de nettoyage et de préparation des données. La phase suivante est celle d'exploration et d'analyse de ces données-là. Donc, on explore les données. On fait, à cette étape, notamment qu'on fait de la data visualisation, parce qu'en visualisant les données, on peut détecter en fait des insights et on peut se rendre compte que le problème qu'on souhaite résoudre là, ça ne nécessite pas forcément un grand modèle de machine learning. Ça peut être une régression simple, ça peut être un arbre de décision, voilà. Donc, la phase d'exploration et d'analyse des données nous permet vraiment d'avancer comme il se doit
dans le projet de data science. Parce qu'après avoir nettoyé, préparé les données, on ne doit pas tout de suite se mettre à tester les modèles dessus. Il faut pouvoir les visualiser, il faut pouvoir se rendre compte de ce qui est à l'intérieur de données, de quelle intuition ça nous donne. Et suivant les résultats des analyses, maintenant, on oriente notre modélisation. Voilà. Ensuite, après la phase d'analyse et d'exploration des données, vient la phase de modélisation et de validation. Donc, dans la modélisation, voilà, c'est là que vous pourrez utiliser, tester tous les... Je ne vais pas dire tout, parce que je pense que la phase d'analyse et d'exploration nous a donné comme une intuition de quels modèles et quels modèles sont pertinents dans le cas du projet dans lequel nous trouvons. Mais voilà, à cette étape-là, on teste vraiment plusieurs modèles. Généralement, on en teste plusieurs. Et puis, on voit les meilleures performances. Et on valide le meilleur modèle. Voilà. Donc, on a testé, on a vu les performances des modèles. Et puis, maintenant, on valide le meilleur modèle. Et c'est ce meilleur modèle-là qui sera mis en production. Voilà. Donc, c'est ce modèle-là qui sera finalement utilisé par le métier pour son use case, pour la problématique de départ. Maintenant, ce n'est pas fini. Le travail du data scientist n'est pas fini là. Quand je dis mise en production, ça sous-entend déploiement du modèle, ça sous-entend aussi développement peut-être d'une application pour l'utiliser et tout. Donc, ça sous-entend tout ça. Mais le travail du data scientist ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'après avoir développé un modèle, le modèle peut devenir obsolète. Donc, il faut veiller à ce que le modèle soit toujours d'actualité pour cette problématique-là. Il peut y avoir de nouvelles variables qui entrent en jeu. Il peut y avoir peut-être un changement. Par exemple, je prends un exemple, le Covid qui est venu bouleverser totalement la dynamique économique du monde. Donc, il peut y avoir des événements extérieurs et inespérés comme ça qui viennent et qui changent totalement le paradigme. Donc, on doit s'assurer à ce que le modèle soit toujours d'actualité. Parfois, on peut être amené à reconsidérer le modèle qui a été choisi, à réentraîner les données. On peut même être amené à changer totalement de modèle et tout, pour toujours être, pour que toujours ça soit d'actualité. Donc, le data scientist, c'est ça la dernière étape. Il fait des itérations et fait une amélioration continue. Donc, les itérations, comme j'ai dit là, c'est peut-être le réentraînement du modèle. Enfin, voilà. Donc, voilà les étapes chronologiques d'un projet data science. Donc, ces étapes-là nous permettent quand même d'avoir déjà l'intuition sur, je pense même depuis la définition de ce qu'est un data scientist, on a déjà quand même une intuition des compétences clés à avoir. Donc, c'est, disons, la prochaine étape de cette présentation. Quelles sont les compétences clés à développer dans le cadre pour être un data scientist, partir de zéro justement pour être un data scientist. Donc ici, en fait, je parle de manière générale parce que on dit que qui peut le plus peut le moins. Donc voilà. Donc je vais faire comme si je m'adresse simplement à des novices. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont déjà peut-être data scientists, qui ont déjà des bases et tout. Mais voilà, ici, dans cette présentation, on aura vraiment tout ce qu'il faut pour que même quelqu'un qui vient d'avoir peut-être le bac puisse se lancer sur ce learning path-là. Du coup, pour moi, à mon entendement, la toute première compétence qu'il faut avoir, les toutes premières connaissances qu'il faut avoir en tant que data scientist, c'est les connaissances mathématiques. Franchement, quand tu es mathématicien, enfin, quand tu as des connaissances mathématiques dans le domaine de la data science, tu peux approcher tous les problèmes. Bien sûr, il y a la connaissance du métier qu'il faut, il y a les compétences de développement qu'il faut, mais si tu as les connaissances mathématiques, c'est-à-dire tu peux réfléchir pour déjà trouver une solution, ne serait-ce qu'en théorie à ton problème. Donc, tout part de là. Et on verra que dans les mathématiques pour data scientist, il y a quoi? Il y a les mathématiques basiques, l'algèbre, la géométrie, il y a le calcul des dérivés et des intégrales, il y a les statistiques et les probabilités, il y a l'algèbre, il y a les mathématiques discrètes, et puis il y a l'optimisation. On a tendance à l'oublier souvent, mais l'optimisation aussi est très importante. Ce n'est pas que le machine learning et le deep learning. D'ailleurs, moi, dans mon métier de tous les jours, je peux dire qu'actuellement, j'utilise plus de l'optimisation
que des modèles de machine learning. Mais il y avait un moment, c'était plus machine learning que optimisation. Donc, voilà, en tant que data scientist, l'optimisation aussi est très importante. OK, donc déjà, pour les notions statistiques, il faut pouvoir définir ce qu'on appelle population, échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage et tout. Il faut pouvoir faire de la statistique descriptive sur vos données. Donc, la statistique univariée, la statistique bivariée. Dans les statistiques univariées, il y a les box plots, il y a les calculs de la moyenne, de l'écart type, de la variance et tout ça. Il faut savoir que ce sont des statistiques quand même qui permettent de mieux comprendre la donnée. Parfois, quand on est data scientist, on sait utiliser les modèles, on a tendance à passer directement aux modélisations ou bien à de grosses analyses statistiques. Alors que ce sont des petits trucs en fait qui nous permettent de pouvoir réellement voir ce qu'on a en face de nous en tant que données. Le comportement, enfin, les tendances, les grandes tendances de la donnée. Après ça, il y a les statistiques descriptives. Voilà. Et puis là, on sait que ça dépend de la nature de la variable. On a deux variables qualitatives, on a deux variables quantitatives. On sait qu'on peut faire le coefficient de corrélation ou le nuage de points. Deux variables qualitatives, il faut calculer le coefficient, il faut faire le test de qui2, ainsi de suite. Ce sont des choses très importantes. Moi, j'ai déjà vu et entendu aussi beaucoup, on entend beaucoup de choses quand même, des personnes qui se disent data scientists, mais qui ne savent pas qu'entre deux variables qualitatives, qui peuvent être codées 1, 2 ou 1, 0, il ne faut pas faire de coefficient de corrélation parce que ça n'a aucun sens. Ce sont des variables qualitatives, mais qu'on a codées en nombre, en fait, en numérique. Donc, ça ne veut pas dire que ces variables deviennent quantitatives. C'est important de pouvoir faire la distinction. Et je pense qu'avec une bonne formation en statistique de base, vous pouvez le faire. Après, il y a les tests de normalité, les tests de comparaison de moyenne. Tout ça, c'est pour avoir une idée, voilà, de vous donner. Et à part ces statistiques-là, il y a aussi que la statistique inférentielle, en fait, qui permet de passer, de pouvoir inférer sur les grandes populations. Parce qu'après, quand on a une grande population de données, on ne peut pas travailler sur la totalité de la population. Donc, on fait ce qu'on appelle de l'échantillonnage et on applique des techniques de sondage pour faire de l'échantillonnage. On fait des estimations. Après, inférer, c'est pouvoir rapporter nos résultats qu'on a obtenus sur notre échantillon à l'ensemble de la population. Après les statistiques, il y a aussi la probabilité qui est très importante. Donc là, il faut voir les notions comme la probabilité conditionnelle indépendante, le théorème de Bayes, la distribution de probabilité, les variables aléatoires, espérance mathématique, voilà. Et il faut voir les distributions aussi, distribution continue, distribution discrète, les fonctions génératrices, transformer de Fourier de la place. C'est un peu, ça c'est plus on appelle la probabilité un peu avancée, mais c'est important quand même de voir ça. Et voilà. Ensuite, une autre notion très importante, c'est les notions d'algèbre linéaire. Voilà, donc ici, on verra les propriétés fondamentales des matrices et des vecteurs. Donc, il faut savoir calculer, déterminer le rang d'une matrice, faire une transformation linéaire, une transposition. Il faut pouvoir manipuler les matrices, donc faire le produit de matrices, inverser les matrices, calculer les matrices carrées, triangulaires, calculer le vecteur propre, les valeurs propres. Pourquoi ces notions sont importantes? Parce qu'il faut savoir que dans les modèles de machine learning, ce sont ces mêmes notions, en fait. Ce sont ces notions qui sont appliquées. Ce sont ces notions qui sont implémentées par l'ordinateur. Donc, on ne les voit pas. C'est transparent pour nous. Mais à chaque fois qu'on lance un modèle de machine learning, c'est tout ça qui se passe derrière. Donc, comprendre également ce qui se passe derrière, ça nous permet de savoir choisir nos modèles de machine learning et parfois, pourquoi pas, créer nous-mêmes nos propres modèles de machine learning. Voilà. Donc, je continue avec les notions d'algèbre. On a la décomposition, la factorisation des matrices. On a également la résolution des systèmes d'équations linéaires. Voilà. Ça, la résolution des systèmes d'équations linéaires, ça, c'est un exemple assez basique de ce qui se fait, par exemple, en régression linéaire. Donc, c'est très important de pouvoir apprendre tout ça. Après, on a les espaces vectoriels, donc les concepts de base dont
dans les ensembles engendrés, calculer l'orthogonalité, la normalité, les moyennes calories linéaires, le noyau et le rang d'un espace. Après, on a, pour aller un peu plus loin, les théories spectrales, c'est-à-dire valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation, décomposition en valeurs singulières. Et les applications supplémentaires en algèbre linéaire, on a les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, la réduction des endomorphismes, les espaces euclidiens, les théorèmes formes quadratiques. Voilà un peu en termes d'algèbre linéaire ce qu'il faut connaître. Ici, je vous donne juste une idée pour que vous puissiez vous-même. Après, je peux laisser les slides pour que vous puissiez vous en inspirer dans vos recherches. Mais c'est vraiment très important de pouvoir maîtriser ces différentes notions. Après ça, également, on a les notions d'analyse. Donc, évidemment, parce que dans un modèle de machine learning, c'est une fonction. C'est d'abord une fonction d'une variable X en fonction d'une variable Y. En l'occurrence, la variable X, ce sera un ensemble de caractéristiques qu'on appelle feature, voilà, de notre population type. Et le Y, ça sera la variable dépendante, c'est-à-dire celle qu'on veut pouvoir prédire, qu'on veut pouvoir estimer. Donc, évidemment, il faut comprendre les notions d'analyse parce que c'est là même qu'on parle de la continuité des fonctions, les dérivés de fonctions, les règles de dérivés, les techniques d'intégration, le maximum et le minimum, les équations différentielles, les fonctions à plusieurs variables. Après ça, maintenant, comme je l'ai dit, l'optimisation aussi est très importante. Donc, on va parler là des fonctions convexes et concaves, les opérations préservant la convexité, les conditions de premier et de second ordre pour l'optimalité, la descente de gradient, qui est un algorithme souvent utilisé, notamment en deep learning. Voilà. C'est l'algorithme qui permet justement de pouvoir déterminer le résultat, de pouvoir trouver le meilleur algorithme en deep learning. Donc, on a également l'optimisation par recherche linéaire. Donc, on a les contraintes d'optimisation, les problèmes d'optimisation sous contraintes. Et on a l'optimisation convexe et non convexe, les optimisations combinatoires, la programmation linéaire, quadratique et dynamique. Donc, voilà en gros pour les notions mathématiques, ce qu'il faut savoir. Donc, mathématiques, probabilité, statistique, optimisation. Voilà. Il n'y a rien qui est inutile. Parfois, on pense. Je me rappelle quand on était, quand on était à l'école, et qu'on étudiait beaucoup de mathématiques, on ne comprenait pas forcément, on se disait, mais à quoi tout ça va nous servir? Mais c'est important. Ça vous permet, en tant que data scientist, d'avoir des bases solides. Vous n'êtes pas un data scientist simplement qui va prendre un modèle pour l'appliquer, copier sur Internet et appliquer. Mais quand vous choisissez un modèle, vous savez pourquoi vous l'avez choisi. On vient vous présenter un problème, vous vous dites, OK, ce problème-là, c'est un problème d'optimisation plutôt qu'un problème où je vais utiliser un algorithme de machine learning pour... Mais vous savez, c'est parce que vous avez des notions d'optimisation que vous savez que ça, c'est un problème d'optimisation et que le machine learning n'a rien à voir ici. Donc, après les mathématiques, l'autre compétence qui vient, dans mon sens, c'est la programmation. Et il y a des enquêtes qui sont faites de manière périodique ici, notamment sur cette figure. Ce sont des enquêtes qui se répètent depuis 2018, en 2018 et 2021. Les 3 premiers langages de programmation aujourd'hui sont Python, SQL et R. Donc, en plus de ça, il y a peut-être Java et C++. Mais vraiment, si vous allez vous concentrer sur un langage de programmation, essayez de le maîtriser. C'est d'abord Python. Ensuite, le SQL est très important parce que lui, vous ne pouvez pas de programmer, de pouvoir développer des applications, mais vous permet de pouvoir faire du requêtage sur les bases de données, transformer déjà aussi vos données, tout, parce que la majorité des entreprises aujourd'hui ont des bases de données, soit SQL ou des bases de données Excel, mais c'est grâce au langage SQL que vous pouvez, je vais dire, tirer la donnée dont vous avez besoin de cette base de données-là. Et si vous n'avez pas de connaissances en langage SQL, vous ne pourrez pas le faire. Python, aujourd'hui, ça, je ne vous le dis pas, il y a beaucoup de frameworks qui sont développés, beaucoup de packages de Python qui existent pour faciliter le travail des data scientists au quotidien. Mais également, le développement logiciel est un peu plus simple avec Python. Donc, voilà, c'est un langage sur lequel vous devrez vous
vous baser aussi. R, c'est beaucoup plus pour de l'analyse statistique, mais ça permet également de pouvoir développer quelques applications, je vais dire, des applications style dashboard et tout. Donc, R aussi est bien. Voilà, c'est un langage qui a été développé à la base pour faire de la statistique et de la mathématique. Donc, ça aide beaucoup également. Donc, en Python, Python, c'est un langage de programmation très répandu et de haut niveau. De haut niveau, ça veut dire qu'il est beaucoup plus proche de l'utilisateur que de la machine. Donc, il est presque intuitif et il a été conçu par Guido van Rossum en 1991 et développé par la Python Software Foundation. Voilà, il est principalement développé l'accent sur la lisibilité du code et ça permet aux programmeurs d'exprimer des concepts en moins de lignes de code. Donc vraiment, comme je l'ai dit, il est proche de l'utilisateur et c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc pour Python, vous allez devoir quand même maîtriser quelques IDE, PyCharm, VS Code, JupyterLab. JupyterLab, c'est pour faire de la modélisation et c'est intuitif parce que ça permet à la fois de faire du code, de commenter son code comme il se doit, donc de rédiger ça comme, pouvoir mettre des titres, des sous-titres, faire des commentaires comme on veut et de pouvoir immédiatement voir les résultats du code qu'on applique. Donc, vraiment, pour un data scientist qui commence tout juste, qui veut pouvoir mettre en pratique ce qu'il fait, rapidement, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous apprenez, quand vous êtes dans un processus d'apprentissage, il faut faire de la pratique. Donc, même si c'est 1, 2, 3, 4 notions que vous avez apprises aujourd'hui, il faut pouvoir les appliquer pour voir là où vous en êtes. Voilà. Vous commencez par des petits projets de data science qu'on trouve sur les plateformes comme Kaggle, Zindi, voilà, et puis vous entraînez. Donc, je disais que JupyterLab, dans ce sens, peut vous aider à pouvoir mettre ces projets-là en place. Maintenant, après, il y a les librairies Python qu'il faut connaître, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn. Donc, ce sont les plus utilisés, je vais dire, mais il y en a tellement aujourd'hui et chaque jour, il y a de nouvelles bibliothèques qui sont développées, qui sont mises à disposition des utilisateurs de Python, qui facilitent beaucoup les choses. Donc, ça, c'est vraiment les choses basiques que je sais par lesquelles vous devrez commencer lorsque vous commencez à vous lancer dans la data science. Mais il y en a beaucoup. Donc, sentez-vous libre aussi de faire de la recherche pour approfondir, pour découvrir de nouvelles choses. Après, il y a les notions clés. Donc, là, on va parler des types de données, les variables, les opérateurs, les instructions conditionnelles, les collections, c'est-à-dire liste, tuple, ensemble, dictionnaire, la liste par compréhension, les boucles, la manipulation des chaînes de caractères et les fonctions définies par l'utilisateur et les fonctions lambda, parce que c'est beaucoup utilisé également. Bon, évidemment, tout ce qui est là est beaucoup utilisé. Et l'installation et la création de packages également. Après, il y a plutôt intermédiaire. Là, en fait, les notions là, et puis également les notions de programmation orientée objet, ça vous permet de faire déjà du développement logiciel. Peut-être vous avez écrit votre modèle de machine learning et vous souhaitez pouvoir réaliser une petite application. Donc, ça permet en fait de pouvoir développer une petite interface, voilà, où notre modèle peut être utilisé. Donc, ici, on va parler d'environnement virtuel, de la gestion des erreurs et des exceptions, la gestion de contexte, la création de modules, Python et tout. Après, il y a aussi la programmation orientée objet qui est très importante parce que quand vous allez vouloir développer une application, vous allez forcément devoir définir des classes, écrire des fonctions et tout. Donc, la programmation orientée objet nous permet de le faire. Après Python, j'ai parlé de SQL. Donc, SQL, c'est un langage qui a été conçu pour gérer, stocker, pour gérer une base de données relationnelle. Donc, il nous permet de faire du requêtage sur ces bases de données-là. Donc, pour le langage SQL, il va falloir apprendre à concevoir une base de données, pouvoir donner, enfin, être capable d'écrire une syntaxe SQL de base. Donc là, il y a les instructions comme insert, les insertions, le requêtage simple et tout.
Ensuite, il y a le filtrage et le tri des données, et puis le regroupement et les fonctions d'agrégation, AVG, SOM et tout. Ensuite, le niveau intermédiaire, donc les contraintes sur les bases de données, la gestion des valeurs nulles, les alias, la manipulation avancée des données, les techniques SQL intermédiaires. Et ensuite, au niveau avancé, donc là, on a les techniques avancées de requêtage, l'extension de groupement, les fonctions de fenêtrage, le partitionnement des données, les requêtes récursives et la manipulation avancée des vues. Voilà. Donc, mais je pense que pour un début, quand même, le niveau débutant, c'est-à-dire pouvoir concevoir une base de données, pouvoir écrire les syntaxes de base de SQL, faire le tri, les regroupements de fonctions d'agrégation, c'est déjà très important et bien pour commencer. Après, les approfondissements vraiment vous permettent d'être un as de bases de données SQL. Ensuite, on a le langage R, qui est un langage de programmation pour le calcul statistique et graphique. Comme je l'ai dit à la base, c'était pour les calculs statistiques et mathématiques. Et pour utiliser le langage R, on a RStudio qui est l'IDE. C'est le seul, je pense. Hein. Donc là, dans R, vous avez les librairies qu'il faut savoir utiliser, dplyr et tidyr. ggplot, ça c'est ggplot, c'est pour la visualisation. Shiny, c'est pour pouvoir réaliser des tableaux de bord. Plotly également la visualisation. Lubridate, qui est un autre package R. Et là aussi, on a les notions clés. Hein. C'est comme Python également, pouvoir connaître les types de données, les vecteurs, les matrices, les data frames, les instructions conditionnelles, les familles de fonctions apply R, les statistiques descriptives en R, la création d'un projet R en RStudio, l'installation et l'importation des bibliothèques. Et en R avancé, on a la gestion des erreurs, lexical scoping. Ça, c'est l'ensemble des règles qui permettent de déterminer donc quelle valeur une variable en fonction de où elle a été définie dans une fonction ou dans l'interface, quelle valeur cette variable doit prendre. Et puis la création des packages R. Ça, c'est pour le niveau avancé. Et en dernier lieu, on a l'apprentissage du deep learning et du machine learning. Dès que, à partir du moment où, à mon sens, vous maîtrisez les mathématiques, vous maîtrisez un peu la programmation sur R, Python ou SQL, vous pouvez déjà faire du machine learning. Donc ici, il faut apprendre à faire la sélection des variables parce que les données que vous aurez, ce sont des données avec plusieurs variables. Donc, il faut pouvoir sélectionner les variables. Il faut pouvoir les mettre à l'échelle, c'est-à-dire les standardiser parce que chaque variable vient sous une certaine échelle. On ne va pas dire qu'une variable âge qui ne peut pas aller au-delà de 150 ans peut-être est sur la même échelle qu'une variable revenu qui peut peut-être aller à 2 millions, 3 millions. Donc, parfois, pour utiliser des variables dans un même modèle, il faut les standardiser, il faut comprendre ces notions-là. Mais normalement, avec les mathématiques, avec la statistique, les notions mathématiques, vous comprenez ces notions déjà. Et dans le cas du machine learning, vous les appliquez simplement avec les codes notamment. Donc, il faut faire le rééchantillonnage des données sous échantillonnage sur échantillonnage. Ce sont des techniques de machine learning qui sont utilisées pour améliorer les performances de votre modèle de base. Donc, il faut savoir, il faut les maîtriser également. Le traitement des valeurs manquantes, l'imputation des données, la détection des valeurs aberrantes, la séparation des ensembles de formation en ensemble de validation et de tests, donc validation croisée, l'évaluation de modèles de machine learning, la mesure de ses performances et enfin, ça vient en dernière position, l'utilisation des algorithmes. Donc, on a plusieurs algorithmes de machine learning aujourd'hui qui sont classés en 3 grands groupes. Donc, l'apprentissage, les algorithmes d'apprentissage supervisé, les algorithmes d'apprentissage non supervisé et les algorithmes d'apprentissage par renforcement. Donc, on parle d'apprentissage supervisé lorsque notre variable dépendante, c'est-à-dire la variable A prédit, est connue. On la connaît, on sait que soit c'est une variable qualitative, soit c'est une variable quantitative. En tout cas, la variable est connue. On sait en gros ce qu'on veut déterminer. Donc, je prends par exemple dans le cas du credit scoring. Donc, le credit scoring, ça permet de pouvoir déterminer si un client qui vient à la banque demander un prêt
est solvable ou pas. Donc, on applique des techniques sur lui pour lui attribuer un score de crédit. Et c'est ce score-là qui est, lorsque ce score-là est au-dessus d'un certain seuil, on sait qu'il est solvable et le crédit lui sera accordé. Lorsque ce score est en dessous d'un certain seuil, le crédit ne lui sera pas accordé. Donc, dans cet exemple typique, en fait, on sait ce qu'on veut. On veut juste déterminer le score d'un individu, d'un client de banque notamment. Donc, en fonction de la variable dépendante, qui peut être quantitative ou qualitative, on a aussi des algorithmes. On a des algorithmes de régression lorsque la variable est quantitative. On a des algorithmes de classification lorsque la variable est qualitative. Donc, régression, on a les arbres de décision, les réseaux de neurones, support vecteur machine, la régression linéaire, les méthodes ensemblistes. Voilà. Et le bagging, notamment le backing et le boosting. Voilà. Donc, pour la classification, là, la variable est qualitative. Et donc, on a les cas plus proches voisins, on a les cas MIMS, on a les supports vecteurs machines ici également, on a l'analyse discriminante. Et voilà. Ça c'est quelques exemples. Sinon, il y a d'autres algorithmes, mais ce sont les plus utilisés, les plus connus. Maintenant, l'apprentissage non supervisé, c'est lorsqu'on a un ensemble de données, on veut peut-être faire du clustering, c'est-à-dire on veut pouvoir voir si nos données peuvent être organisées en groupes. Est-ce qu'il y a des groupes d'individus qui se dégagent de ces données-là? Voilà, donc là, typiquement, on n'a pas de variable à prédire, on n'a pas de variable dépendante. Donc, ce qu'on va faire, on va faire du clustering. Voilà, donc on appelle ça classification non supervisée. Donc, les méthodes, les algorithmes de classification, de clustering qui existent, on a les K-means, les K-méthodes, on a le Gaussian mixture, on a la classification hiérarchique, ascendante ou descendante, on a les réseaux de neurones également. Et puis, après, on peut faire aussi de la réduction de dimensions. Donc là, on a l'ACP, l'analyse en composantes principales, on a la décomposition en valeurs singulières et le latent Dietrich analysis. Donc, ça permet de faire de la réduction de dimensions, c'est-à-dire de passer d'un ensemble de grandes dimensions à un ensemble de dimensions plus réduites. Et après, généralement, ces méthodes-là nous permettent d'ajouter d'autres méthodes de machine learning pour poursuivre parce qu'on réduit la dimension. Et donc là, on peut appliquer un algorithme de machine learning classique parce que généralement, en machine learning, lorsque on a trop de variables, notre fonction objective ne pourra pas trouver son optimum. Donc, parfois, on fait de la réduction de dimension justement pour être amené à avoir des variables en nombre plus réduit et pouvoir appliquer les algorithmes de machine learning classiques dessus. Après, on a l'apprentissage par renforcement. Donc, ça, c'est un peu plus poussé. Et puis, on a les algorithmes tels que le processus de décision de Markov, les différences temporelles, etc. Donc, voilà en gros toutes les notions qu'il faut connaître en mathématiques, en informatique et également en machine learning, pour être plus précis, qu'il faut connaître pour être un data scientist. Mais ce n'est pas tout, parce que, comme on l'a dit, ça, c'est vraiment des compétences techniques. Parce que le data scientist, il ne va pas rester derrière son ordinateur, développer des modèles et tout. C'est d'autres personnes qui doivent utiliser ces modèles-là. Généralement, c'est le métier qui utilise. Et ce sont des personnes qui n'ont aucune connaissance de ce qu'est un machine learning, qui n'ont aucune connaissance de tout le travail qui a été abattu derrière, le travail mathématique, je veux dire. Donc, pour les amener à l'utiliser et pour les amener à comprendre ce que l'outil fait, ce qu'on a développé fait, et également pour pouvoir comprendre ce qu'eux, ils veulent comme outil à la fin, je veux dire leurs besoins, il faut avoir des soft skills. C'est-à-dire, il n'y a pas que les compétences techniques qui sont importantes pour le data scientist. Il doit pouvoir communiquer. Communiquer, c'est pouvoir échanger avec les différentes parties prenantes du projet pour pouvoir comprendre d'abord leurs besoins, mais pouvoir aussi leur communiquer ce qu'ils ont trouvé, leurs résultats. Et pouvoir communiquer, je ne peux pas venir par exemple avec
mon analyse de données et dit que ma régression linéaire a un R carré de 0,95. Donc, je vais prendre ce modèle-là pour la suite. Enfin, c'est ce modèle-là que je vais développer. C'est ce modèle-là que je choisis de valider. Ce n'est pas possible parce que c'est quoi le R carré pour eux? Ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. C'est quoi l'accuracy pour eux? Ils n'ont aucune notion de ce que ça veut dire. C'est quoi le F1 score? Ils n'ont aucune notion. Donc, en tant que data scientist, c'est vrai, on connaît tout ce qui est compétences techniques, on sait ce qui est R carré, c'est très important parce que c'est avec ça que nous, on travaille. Mais il faut être capable de pouvoir communiquer tout ça à notre auditoire, aux différentes parties prenantes. Pas un langage très simple, un langage basique, parce qu'ils n'ont pas besoin des détails techniques, en fait, de ce que votre modèle fait. C'est ça. Il faut savoir communiquer. Donc, la première compétence, c'est la communication. La deuxième compétence très importante, c'est l'agilité. Généralement, dans les projets data scientist, on utilise la méthode agile justement parce que, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui permet en fait de pouvoir interagir tout le temps, de faire des itérations de manière continue en fait, d'être flexible, voilà, d'être flexible, d'être ouvert à de nouveaux apports. Parce que dans un projet de data scientist, ce n'est pas ce avec quoi vous avez commencé, ce n'est pas avec ça que vous allez terminer. Il y a plusieurs choses qui peuvent venir à la fin. Il y a de nouvelles contraintes qui peuvent se révéler au fur et à mesure du projet et vous allez devoir vous adapter. Donc, vraiment, il faut être agile, il faut être ouvert, voilà. Dans la communication, il faut comprendre déjà, mais il faut être ouvert aussi à recevoir les critiques, à pouvoir modifier à n'importe quel moment ce que vous avez fait comme travail jusque-là. L'agilité aussi nous permet de pouvoir valider, de pouvoir aller étape par étape, c'est-à-dire, on sait que si on valide aujourd'hui les données, on ne reviendra pas dessus. Donc, dans l'agilité, on s'assure que toutes les données ont été prises en compte, on discute avec les parties prenantes et on les prend en compte. Donc, on a évolué aussi pas à pas. Pas à pas. Dans la méthode sprint, c'est ce qu'on appelle généralement les sprints parce que dans un sprint, on choisit de développer une fonctionnalité donnée de l'outil final ou de faire une tâche bien précise en fait de l'outil final. Ça nous permet d'avancer de manière efficace. Après ça, il y a le travail en équipe parce qu'en tant que data scientist, vous ne pourrez pas travailler seul certainement. Quand vous avez de gros projets de data science, vous êtes peut-être 2-3 data scientists sur le projet, mais vous êtes également avec des software ingénieurs si l'entreprise ou l'entité qui a demandé le projet souhaite que ce soit dans une application web, une application desktop. Ce n'est pas obligé aussi, si vous êtes data scientist, vous savez développer, c'est bon. Mais je veux dire qu'il y a plusieurs compétences qui entrent en jeu dans un projet data scientist. Il y a les profils ou les compétences qui sont liées au métier. C'est pourquoi communiquer, être agile, c'est important. Mais il y a aussi les autres compétences techniques comme le développeur, par exemple, tout qui entre en jeu. Donc, vous serez en équipe, vous n'allez pas évoluer seul. Et il faut être capable de pouvoir travailler avec ces différentes équipes. Il faut interagir avec ces différentes équipes. Soit même nous sommes dans une équipe et on va forcément interagir avec nos pairs et interagir également avec les différentes équipes. Et après, bien évidemment, il faut être curieux. Il faut être curieux parce que le domaine de la data science, c'est un domaine qui évolue continuellement. Aujourd'hui, il y a un outil qui a été développé. Demain, ce outil peut devenir obsolète. Donc, il faut faire de la veille technologique, être curieux. Être curieux aussi, ce n'est pas seulement dans les compétences techniques, c'est aussi dans les soft skills, c'est aussi par rapport à l'entreprise, être curieux, aller vraiment vers les personnes qu'il faut pour mieux comprendre, toujours mieux comprendre le métier. Ça ne peut qu'aider dans le développement de votre projet data science. Donc, voilà les soft skills. Donc, on a vu les compétences techniques, on a vu également les soft skills qu'il faut avoir. Et c'est très important. Généralement, les data scientists ont tendance à oublier ce côté-là. Mais en entreprise, c'est très important, en fait. Je dirais même que 70% du travail qui est fait en entreprise, 70% du travail, c'est lié, en fait, aux soft skills. Parce que vous avez fait les réunions avec les parties prenantes, vous allez communiquer vos résultats. Donc, après, quand vous vous retrouvez en équipe de développement, vous faites le travail, il n'y a pas de problème, et vous n'allez peut-être pas rencontrer, vous allez rencontrer des challenges, mais je veux dire,
pouvoir interagir avec les différentes parties prenantes, généralement, ça prend beaucoup de temps et c'est continuel. Voilà, c'est continuel. Donc, il ne faut pas oublier les soft skills lorsqu'on est data scientist. Et ça, c'est la dernière étape. On en vient à la dernière étape, vraiment. Je pense que pour être data scientist, pour partir de zéro et data scientist, là, il faut s'organiser. Il y a un travail préliminaire qu'il faut faire sur soi. Donc, la première des choses, c'est identifier ses motivations et ses objectifs. Pourquoi je souhaite être data scientist? Est-ce que c'est parce qu'un ami est data scientist, il gagne bien sa vie, il roule dans une 4x4 ou je ne sais pas quoi, que je vais être data scientist? Est-ce que c'est parce que j'ai un amour des mathématiques ou naturellement j'ai un amour de tout ce qui est technologie et tout ça? Vraiment, j'ai une passion pour ça. Et je pense que les personnes les plus passionnées sont celles qui vont s'en sortir le moins parce que c'est pas toujours facile en fait. Et c'est ta passion qui t'amène en fait à rester dans le domaine parfois. Parce que l'argent, c'est pas toujours évident. Tant que data scientist, vous pouvez commencer vraiment à un salaire qui est relativement bas. Voilà, mais si vous êtes passionné, vous allez persévérer et arriver à un salaire que vous méritez. Donc, ça ne doit pas être... Enfin, il faut vraiment voir ses motivations. Lorsque vous connaissez ses motivations quand même, ça permet de nous donner quelques clés de réussite. Donc, c'est important de faire ce travail sur soi, connaître ses motivations et se fixer des objectifs clairs. Après ça, il faut évaluer ses compétences actuelles et identifier ses lacunes. Vous pouvez être quelqu'un qui vient d'avoir le bac, donc peut-être vos compétences actuelles, c'est à la limite les dérivés qu'on a vus en classe de terminale, les intégrales également, c'est déjà bien. Mais ça vous permet aussi de savoir que, OK, forcément, je vais devoir passer par une formation en licence, peut-être en mathématiques, ou chercher une formation plus englobante qui vous permettra d'étudier les mathématiques en même temps que l'informatique, parce que les deux sont importants pour le data scientist, pardon. Donc, évaluez vraiment ces compétences. Maintenant, si vous êtes un mathématicien de base, vous voulez être data scientist, vous savez que ce que vous devez faire maintenant, c'est apprendre à développer. Donc, voilà, vous outillez en fait, vous mettez les moyens qu'il faut, on dit la fin justifie les moyens. Donc, vous voulez être data scientist, mettez les moyens qu'il faut, apprenez les mathématiques si vous êtes informaticien, apprenez l'informatique si vous êtes mathématicien, tout simplement, et puis donnez-vous à fond. Ensuite, il faut fixer les objectifs d'apprentissage. Ah oui, c'est très important. Il ne faut pas apprendre pour apprendre. Il faut fixer vraiment des objectifs d'apprentissage. Si, par exemple, vous êtes indépendant, c'est-à-dire vous souhaitez apprendre de vous-même, autodidacte, il faut fixer les objectifs. Vous devez vous dire, OK, cette année, je décide, par exemple, d'être bien en maths ou je décide d'être bien en informatique. OK, ou bien je commence avec un projet, chaque 3 mois, je fais un projet de data science sur une des plateformes là, je participe à des compétitions, mais c'est important de se fixer des objectifs. Quand on va à l'école, c'est beaucoup plus simple. Lorsqu'on se décide, par exemple, de payer une formation en master ou en licence, c'est beaucoup plus simple parce que la formation elle-même a des objectifs. Quoique, il faut quand même se définir des objectifs personnels. Par exemple, cette année, quand même, je vais essayer de pouvoir comprendre tout. Ce n'est pas évident de tout comprendre à l'école, hein, mais de pouvoir quand même comprendre tout, la majorité de ce qui sera dispensé en termes de notions et tout. Donc, je disais qu'aller à l'école, c'est beaucoup plus simple parce que les objectifs sont là avec le programme de cours. Donc, autodidacte, quoi qu'il en soit, fixer les objectifs d'apprentissage et de développement. Développement aussi en entreprise aussi, il faut se fixer des objectifs. Vous commencez par être un data scientist junior, mais vous devez avoir un objectif de pouvoir être capable d'être considéré comme un senior à partir de certains temps, de pouvoir adresser peut-être tout seul toute une problématique pour un projet data science. Voilà. Et après ça, il y a l'encadrement de l'engagement dans l'apprentissage et la pratique régulière. Ah oui, la pratique, c'est très important. C'est vraiment important. Ce n'est pas toujours évident, même quand on est sur les bancs, de pouvoir pratiquer. Mais il ne faut pas oublier. Il faut vraiment... Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs plateformes. Zindy, Kaggle et beaucoup d'autres plateformes en ligne de données où on peut avoir de la donnée, où on peut s'exercer. Donc, il faut apprendre, il faut vraiment pratiquer parce que practice makes perfect. Donc, je pense qu'on est à la fin de cette présentation. Je pense vraiment avoir
parcouru ce qui est à mon sens très important pour partir de zéro et être data scientist avec vous. Et j'espère que cela vous aidera. Mais si vous avez des questions, si vous avez des points sur lesquels vous aimeriez être plus éclaircis, je suis ouverte, je les prends. Et voilà, merci pour votre attention.